deux micros qui vont circuler. Vous levez la main pour prendre la parole. Je veux bien que vous avancez pour donner les micros à gauche ou à droite. Voilà. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes. D'accord. Alors, je suis Luc Misidi-Mbazi du Congo-Brazzaville. J'ai beaucoup apprécié l'introduction de M. Voiturier sur l'évolution, en tout cas de ces dernières années, sur le développement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème de développement n'est pas un problème financier. On n'a pas un problème aujourd'hui de financement du développement, mais d'aide au financement. Et on sent que cette nuance n'est pas faite parce qu'on voit dans les pays sous-développés des cofinancements des États qui dépassent 50% des projets. On arrive à 50, 60, même 90% des projets qui sont financés dans le cadre du développement. Le financement est apporté par les États. Et ça, c'est pas mentionné. Et il est peut-être bon de prendre ce point en considération dans les mécanismes de financement innovants qu'on est en train de vouloir mettre en place. L'autre élément, il y a deux points que je voulais soulever. Le premier, c'est l'évaluation de ce partenariat au développement qui n'est pas assez précis, puisqu'on est encore dans des mécanismes, comme vous avez su le dire vers la fin, qui sont un peu plus modernes. On n'a pas fait une topographie, une pause pour dire qu'est-ce que ça a apporté ces 15 dernières années, ce développement en termes d'efficacité, en termes de développement concret, pas seulement sur les chiffres financiers, pas seulement sur les taux, mais est-ce que les pays ont vraiment profité de ce développement, de cette coopération au développement? Et enfin, il y a un élément qui ne ressort pas. On l'aborde un peu quand on parle de PPP au niveau local, on l'aborde un peu quand on parle de décentralisation, de coopération décentralisée, mais c'est l'économie inclusive. Parce qu'aujourd'hui, ce développement, est-ce que les entreprises locales en ont profité? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les financements qui sont mis à hauteur de milliards de francs CFA parfois à la disposition des États bénéficient aux structures locales? Et est-ce que le tissu local permet effectivement de bien profiter de ce développement et de le rendre pérenne? Et je vais conclure en disant qu'il faut peut-être aussi aborder la question des institutions locales, ces institutions qui gouvernent. Est-ce qu'aujourd'hui, le développement n'est pas... la question de la gouvernance ne peut pas être une priorité de cette coopération de ce programme d'aide au développement. Voilà, j'en ai un peu dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur ce qui a été dit ou est-ce que je prends une deuxième question? Une autre question, allez-y. Oui, bonjour, Lucien Pombou du Congo-Brazzaville aussi, éditorialiste sur Africa 24. Mesdames et messieurs, merci pour votre intervention. N'y voyez pas malice dans ce que je vais dire, ni agression. Je vous ai entendu écouter et j'ai bien l'impression que finalement, vous présentez un modèle de développement, un nouveau paradigme, mais finalement, on reste dans l'ancien paradigme. Ce qui change, ce sont uniquement les modalités. Alors, première question, ça va être une rafale de questions. Première question, vous ne posez pas en fait dans vos interventions la question de l'appropriation de ces nouveaux modèles à la fois par les institutions des pays et par les populations. Deuxième question, on a l'impression que le véritable problème est simplement un problème d'additionnalité. Or, mon collègue qui est à droite ici a posé une question qui est relativement importante, c'est le problème de la gouvernance de cette aide-là. Alors, vous allez me répondre au nom de la souveraineté, on ne peut rien faire, mais tout de même, quand on est sur un marché, même s'il y a des fonds privés et publics, surtout privés, il y a une notion de contrôle. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au fond du contrôle? Troisième question, vous posez le problème, en effet, ici, d'un modèle qui pourrait permettre les pays à se développer. Très bien. Madame Sbahi, donc vous avez évoqué le rôle des collectivités publiques, ou des collectivités territoriales locales, c'est très bien. La plupart des pays en voie de développement sont relativement demandeurs. Mais on a l'impression que ça reste encore ici dans un modèle théorique, comme on en a bien l'habitude effectivement en Occident. Et je termine. Peut-être que là, vous allez y voir effectivement l'agression, d'où l'agressivité. On a l'impression que les Africains, bien entendu, sont complètement déconnectés, je parle des Africains, mais il y a aussi d'autres, sont complètement déconnectés de ce qui se fait et qui se passe pour eux. Ils vont se réunir peut-être à Addis Abeba, mais pour dire quoi? Pour dire, voilà, nous sommes d'accord avec un modèle homogène, mais on sait très bien que la question du développement n'est pas une question, mais des questions. Parce qu'on n'aura pas une Afrique, mais des Afriques. Voilà, ils vont arriver à Paris, très bien, ils seront reçus à l'Élysée, très bien. Quel message vont-ils porter? Quelles réflexions vont-ils porter? L'additionnalité? Très bien. Nouveau modèle? Très bien. Mais pourquoi faire? Merci. Alors, je veux bien que peut-être sur ces deux interventions, vous réagissiez. La question de la gouvernance, j'ai quand même l'impression qu'elle a été abordée par plusieurs. Philippe Orléans, je voulais commencer par réagir.
Oui, dans la gouvernance, on l'avait bien compris. Je vous rassure, je l'avais entendu, moi. La gouvernance ne se résume pas à la corruption, pas plus que le secteur privé ne se résume aux PPP qui échouent ou aux multinationales prévaricatrices. Mais d'abord, dans les points communs aux deux interventions, on n'a pas parlé de modèle. Et je crois que précisément ce qui caractérise ce nouvel agenda, c'est qu'il ne cherche pas à promouvoir un ou des modèles. Et la fabrique des ODD est d'ailleurs une très bonne illustration de ça. Les objectifs du millénaire étaient, sous le contrôle de mes collègues plus avertis, sous le contrôle de Tancred, assez largement le résultat des travaux des pays du CAD, et en particulier des agences d'aide qui ont dit sur quoi peut-on bâtir un agenda qui remobilise l'aide publique au développement, alors qu'à la sortie de la décennie 90, cette APD avait chuté. Donc on a fait les OMD. Mais les OMD, c'est assez largement un agenda de bailleurs. Les ODD, c'est pas du tout ça. Qui a inventé les objectifs de développement durable ? La Colombie. Qui les a portés aux Nations Unies, 3 pays latino-américains. Comment est-ce qu'on a parlé de ça ? Des consultations tous azimuts dans un très grand nombre de pays. Je crois qu'il y a 1 million de personnes qui ont opiné sur les ODD, qui ont dit oui, c'est formidable, non, c'est catastrophique. Mais la fabrique de cet agenda est totalement différente de l'agenda précédent. Et on ne cherche pas à promouvoir des modèles particuliers. Il y a des cheminements différents pour aller vers les ODD. Et précisément, deuxième point, on n'a pas oublié la gouvernance, parce que ce qui est tout à fait intéressant dans les ODD, c'est que ça figure. On doit avoir des institutions plus efficaces, plus transparentes, plus justes. J'ai plus en tête la formule. Alors, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit la montagne a accouché d'une souris qui ne va pas gagner une course olympique. Mais dans une négociation à 194 avec des pays qui ont vis-à-vis de la notion d'institution juste, transparente et équitable, des visions probablement assez différentes, on arrive à dire que ça fait partie de l'agenda collectif du développement, c'est quand même une avancée. Ça donne un point d'appui pour le moment venu faire, et c'est mon troisième point, l'opération d'évaluation. Cette évaluation, elle a été faite en partie sur les OMD. Il y a des succès, des véritables avancées en matière de réduction de la pauvreté notamment. Et puis il y a des domaines où il n'y a pas ces succès. Donc on s'est quand même posé la question de savoir comment ça avait marché avant, en même temps qu'on lançait ces nouveaux chantiers. Alors, il y a plusieurs qui veulent réagir. Majdoline Sbaï et puis après Tancred Voiturier. Alors, sur la gouvernance, je vais parler de la gouvernance locale et je vais parler de mon expérience. Simplement, première chose, l'idée, c'est il y a une initiative locale de projet et autour de ce projet, on se réunit, on travaille ensemble. Ensuite, nous, on propose évidemment des méthodes de travail, mais on passe pas notre temps à faire un discours sur la méthode. C'est-à-dire que je crois beaucoup à l'éducation, l'apprentissage conjoint par l'action. Je parle pas. Il y a bien une réciprocité là-dedans. Et donc, on a un comité de pilotage sur l'ensemble des projets qui réunit l'ensemble des partenaires, y compris les ONG locales, les pouvoirs publics locaux, et on essaye que ce soit multi-niveau. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas que la région de Caille, il y a aussi l'ensemble des cercles de la région de Caille, les maires, les associations, les ONG françaises qui sont sur place, etc. Plus, on a aussi une antenne technique sur place. Comme il y a un parallélisme des formes, on a un chargé de mission pays dans la région Nord-Pas-de-Calais, Mali, et il y a également un chargé de mission local, de droit local, qui est au Mali, par exemple. Et ensuite, ce qui nous semble déterminant aussi, toujours sur la gouvernance, c'est la planification. Parce qu'on ne peut pas réunir les gens, c'est ce que je disais peut-être un peu maladroitement juste avant, mais on ne peut pas réunir les gens pour les réunir. Il faut les réunir autour d'un projet. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment faire un travail d'abord de planification ensemble de ce qu'on veut faire ensemble. Et je pense que ça, c'est peut-être pas
le nec plus ultra, mais ça permet d'initier des formes de gouvernance politique parfois innovantes dans des endroits où on n'a pas pratiqué ça, qui correspondent à ce qu'on essaye aussi de faire en région quand on lance des projets locaux. Et je voulais juste terminer sur un point, ce qu'on a fait sur la gouvernance, qui a vraiment été un moment fort avec nos partenaires de coopération et l'ensemble des partenaires de coopération européens et de l'ensemble des autres pays. C'est un séminaire sur la décentralisation et sur la gouvernance et la démocratie locale. On a fait 5 jours, tous ensemble, donc tous les présidentes et présidents de gouvernements locaux avec lesquels on travaille. Et il y a eu des accords qui ont été même signés, par exemple, entre le Maroc, une région du Maroc, une région du Sénégal, etc. Et je pense que c'est ces espaces-là aussi qui font avancer les choses. Après, c'est des démarches bottom-up. Je ne parle pas de démarches de contrôle ou d'imposition de règles. Je parle de la façon dont nous, de manière empirique, on essaye d'avancer sur ces questions. Tancrède Voiturier. Merci. Très, très rapidement pour poursuivre dans le sens de ce que disait Philippe. De modèles, je ne crois pas qu'il y en ait à tel point que si on prend... ou alors s'il y en a, il y en a plusieurs qui sont en discussion. Si on prend l'exemple de l'Éthiopie, ils se revendiquent d'importer en quelque sorte le modèle chinois. Donc c'est pas le modèle de la Banque mondiale ou de l'AFD ou de la France. Si vous lisez les ODD, comme le disait Philippe, vous avez de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a l'industrialisation, il y a du verdissement, c'est l'auberge espagnole. C'est aussi une critique, mais c'est aussi ça marque aussi le fait qu'il y a une aspiration à inventer ses propres modèles. C'est une bonne lecture, disons, positive de ces ODD. Mais enfin, on peut en discuter. Sur le impact évaluation, c'est vrai qu'il y a on n'a pas tiré toutes les leçons des financements du développement des 10 dernières années. On n'a pas établi très clairement les causalités entre les différents financements et les résultats sur les OMD. Mais ça va être encore pire après. C'est-à-dire que vous allez avoir 17 objectifs de développement durable, 180 ou 160 cibles, 400 indicateurs et un high-level political forum qui va examiner tout ça pendant 3 heures, une fois par an. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc le défi, il ne s'agit pas de ricaner, le défi c'est d'aller chercher les données, de produire des stats, et ça c'est un bien public, et c'est un bien public qui est sous-financé. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays en Europe. On est passé, je ne sais plus, je crois qu'on a 4 millions par an de financement du renforcement des capacités statistiques des PED, c'est rien, et c'est en train de baisser. Et on peut pas travailler, on peut pas être intelligent et faire des choses intelligentes sans statistiques. Mais de l'autre, c'est de donner un sens à ces stats et avoir une compréhension de ce que pourrait ou ce que devrait faire un pays au regard d'une certaine référence. Et ça, c'est une question un peu plus politique, un peu plus compliquée. Donc je partage votre constat, mais on va vers des complications accrues qui sont passionnantes, mais qui nécessitent une production d'infos de base qui est encore sous-financée. Caroline de Rémus-Mège. Oui, peut-être juste 3 choses. Sur les questions de gouvernance, notamment, je trouve que ce qui est intéressant dans les ODD et qui est une vraie nouveauté par rapport aux OMD, c'est que l'agenda est universel. C'est donc un agenda qui va s'appliquer, en tout cas aux pays du Nord comme aux pays du Sud. Ça change quand même la donne sur la manière dont on va voir les choses dans l'avenir. C'est un élément. Sur les questions de gouvernance de manière plus large, de fait, nous, société civile, et appuyée en cela par un certain nombre d'organisations du Sud, on pousse pour que un certain nombre de ces questions soient travaillées à un niveau beaucoup plus international et pas dans des clubs privés. Donc effectivement, sur le comité intergouvernemental sur la fiscalité, on pense qu'on y gagnerait, pour le coup, nous, en efficacité, si tous les pays étaient autour de la table, puisque leurs intérêts, leurs réalités seraient pris en compte. Et puis, parce que face aux systèmes fiscaux aujourd'hui complexes, contradictoires, on a tout intérêt à avoir une coopération internationale. Et troisième chose, peut-être, sur les questions de gouvernance, alors c'est plus largement sur les questions du développement et pas seulement la question du financement. Je pense que les sociétés civiles des pays du Sud ont un rôle majeur à jouer sur cet aspect-là des choses. Donc, dans notre travail de partenariat avec des organisations de la société civile, on s'appuie à renforcer la capacité de ces organisations-là à interpeller leur propre gouvernement. Je pense aux Africains, mais pas que. On travaille avec des réseaux comme le Tax Justice Network Africa, qui travaille sur les questions de fiscalité en Afrique. Donc je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer là pour les sociétés civiles des pays du Sud. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ces questions de gouvernance, Luis Enrique Berisbeita? Bon, d'une manière générale, je peux dire que l'activité de CAF en matière de gouvernance est assez réduite. En fait, bien que nous travaillons dans ce que nous appelons
de développement institutionnel. Je dis qu'elle est réduite parce que ce sont des activités qui doivent être financées avec des ressources concessionnelles et nous n'en avons que très peu qui viennent de nos propres résultats financiers. Donc, nous n'avons que de l'ordre de 35 millions de dollars par an. Une partie de cela est destinée aux activités de gouvernance dans le sens de la formation surtout des cadres de fonctionnaires publics, spécialement dans le niveau subnational dans nos pays membres, et aussi le développement institutionnel des organismes qui exécutent les projets que nous finançons dans les pays. Nous pensons qu'il y a d'autres multilatérales, d'autres que CAF, par exemple la Banque mondiale, qui a beaucoup plus de ressources concessionnelles dues à la nature de cet organisme, qui ont un avantage comparatif vis-à-vis la CAF. Donc, nous ne pensons pas dupliquer l'activité de ces organisations. Mais évidemment que le thème la thématique de gouvernance est une thématique très importante. En fait, notre prochain livre de recherche que nous allons publier dans un mois ou deux est dédié, c'est une investigation dédiée à la capacité de l'État. Quels sont les problèmes que nous avons du point de vue de capacité de fonctionnement de l'État en Amérique latine spécialement. C'est plutôt une contribution intellectuelle, s'il vous plaît, au débat de la gouvernance. Merci. Une autre question dans la salle, une autre intervention? On vous apporte un micro derrière. Oui, Gérard Dambélé, Fédération euro-africaine de développement. Il y avait une réflexion sur le transfert financier des migrants comme source potentielle de financement innovant. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui où certains acteurs au niveau européen se battent, notamment dans le cadre du Forum mondial migration et développement, pour que les diasporas soient prises en compte dans l'agenda post-2015. Qu'est-ce qui veut réagir sur cette question? Philippe Orliange? Oui. Le sujet des transferts des migrants fait parfois fantasmer quand on regarde les centaines de milliards que ça représente au plan mondial. Et puis, on finit par se rendre à l'évidence, c'est-à-dire que c'est des flux d'argent privés. Donc, c'est quand même... c'est d'abord aux émetteurs de ces flux de décider ce qu'ils veulent en faire. Ce que l'on constate à l'AFD sur ce sujet, c'est des évolutions qualitatives intéressantes qui rejoignent d'une certaine manière le sujet de l'agenda du développement dans le type d'investissement qu'un certain nombre de diasporas font à partir de ces transferts. Et c'est une évolution qui d'ailleurs nous conduit dans un certain nombre de cas avec des associations de migrants à cofinancer des projets de développement. Aujourd'hui, de développement économique, il y en a beaucoup plus que par le passé, ce qui est aussi une façon d'accompagner la réinjection d'une partie de ces transferts dans le circuit du développement économique, social ou environnemental des régions d'origine. Mais à la différence de la sphère du financement public international du développement, je veux dire, c'est pas des flux pilotables dans le cadre d'une négociation multilatérale. Une autre intervention dans la salle. Continuez à lever la main pour qu'elle vous voie, voilà, exactement, qu'elle vous la porte au bon endroit.
Je veux bien qu'au côté technique, vous augmentiez le son des 2 micros HF parce que je trouve qu'on n'entend pas bien les questions. Voilà, allez-y, continuez. Depuis les 10 dernières années, il y a un acteur important qui s'est pas mal manifesté, et spécifiquement sur le continent africain, sur les Afriques, les 54 voire 55 pays, c'est la Chine. Je voudrais savoir si parmi vous, il y a des expériences et quelles ont été ces expériences, parce que pour avoir circulé sur ce continent, aussi bien sur la partie orientale qu'occidentale, voire australe, il y avait quand même des expériences diverses et variées. Les montants étaient souvent très importants, un peu liés à la politique, souvent un peu déformés par la gouvernance. Et je voudrais un petit peu savoir quel est votre point de vue sur ce grand pourvoyeur ou bailleur de fonds qui n'a pas véritablement les mêmes concepts ESG que vous avez développés. Alors, qui veut commencer? Tancrède Voiturier, vous commenceriez sur ce sujet-là? Alors, je vais laisser les opérateurs, ceux qui sont sur le terrain, répondre à qu'est-ce que fait la Chine en Afrique, hein, parce que je n'ai pas d'observation directe. Et les discussions que j'avais, elles datent un peu, c'était l'OCDE et Helmut Reisen qui essayaient de comprendre ce qui se passait, notamment dans l'usage de la main-d'œuvre et la provenance de la main-d'œuvre utilisée, et la capacité d'irrigation, de trickle-down, comme ils disent, de l'argent investi localement. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est qu'est-ce qu'on peut demander à la Chine. D'une part, forcément, au regard de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle pourrait faire. Et en l'état, visiblement, on ne demande rien. On ne demande rien dans les discussions à Addis. On ne demande absolument rien aux pays émergents. Voilà. En termes de contribution financière, puisque c'est une des parties de la discussion, de mise aux normes de leur financement du ou des développements, il n'y a absolument rien qui est demandé aux pays émergents. Voilà. Et je trouve ça regrettable. Je pense que politiquement, on ne peut rien leur demander maintenant. Parce que les pays émergents, comme la Chine, font toujours partie du G77 plus Chine, comme son nom l'indique. Donc ils sont encore le porte-drapeau des pays dits en développement. Ma perception, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce clivage nord-sud porté par les émergents, notamment la Chine. C'est toujours les vieilles questions. Est-ce que la Chine, c'est un pays riche avec des pauvres ou un pays pauvre avec des riches? Je pense que c'est un pays riche avec beaucoup de riches. Et aussi quelques pauvres. Avec beaucoup de pauvres aussi. Et avec beaucoup de pauvres encore, mais c'est un pays riche, la Chine. Donc, et là, il y a une certaine pour parler sur les mêmes termes, regardez l'accord climat tel qu'il se dessine avec ses INDC, ses contributions nationales universelles, tous les pays contribuent. Donc il n'y a plus de traitement spécial et différencié. Or, dans les discussions de financement, que ce soit climat ou Addis Abeba, on retombe encore sur des clivages un peu nord-sud. Et la Chine joue le jeu d'un ancien pays en développement quand même. Donc je trouve ça regrettable. Je comprends que politiquement, là, en 2015, on ne puisse rien demander à la Chine, surtout quand on est français et qu'on veut réussir la COP21. Luis Enrique Beita, vous avez peut-être envie de réagir sur cette question de la Chine. Vous avez pu entendre la question? Non, je n'ai pas entendu la question, j'ai entendu seulement la Chine. Vous avez entendu la Chine. Eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'était sur l'Afrique, mais peut-être que aussi sur l'Amérique du Sud, on voit de plus en plus la présence de la Chine, en tout cas sur le continent africain. Et qu'est-ce que vous pensez de la façon, justement, dont elle intervient? J'espère que je ne déforme pas trop votre question. Et est-ce qu'il y a le même phénomène, d'ailleurs, en Amérique du Sud? L'influence économique de la Chine en Amérique latine, évidemment, a augmenté très fortement pendant ce siècle, le siècle XXI. Cela se manifeste principalement à travers du financement des projets, surtout dirigés au développement des ressources naturelles dans la région. Ça peut être des investissements directs ou peut-être du financement au pays pour leur aider dans leur procès de développement de ces projets. Ceci a donné un résultat pendant ces dernières 10 années, disons, que
a fait que l'Amérique latine soit devenue un peu plus dépendante des ressources naturelles ou des matières primes, un peu plus que dans le passé immédiat. Si vous voulez, c'est déjà une caractéristique de l'économie latino-américaine en général, spécialement sud-américaine, cette dépendance des ressources naturelles, mais ceci a été exacerbé d'une manière significative à cause de la hausse de la demande de ces produits due à la croissance de l'économie chine, de la demande de Chine de ces produits. Donc, ce résultat n'est pas nécessairement le plus désirable pour l'Amérique latine. Maintenant que les tendances de croissance de Chine tendent à diminuer, nous sommes en train de recevoir les effets inverses, dans le sens que les conditions de termes d'intercambio, je sais pas comment on dit, les termes d'exportation-importation ne sont plus aussi favorables qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc, les comptes externes de la région tendent à se détériorer un peu, en même temps que les conditions financières internationales, c'est probable qu'elles vont devenir un peu plus fortes, un peu moins faciles, si vous voulez. Donc, en Amérique latine, c'est, comme on dit en anglais, a mixed blessing. Dans le sens de, oui, c'est bien que nous avons cette nouvelle demande de l'économie chine, des prix plus hauts des matières premières, mais ce n'est pas très bon que nous ayons augmenté la participation des secteurs primaires dans les économies de la région. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire autour du sujet de la Chine, mais comme je n'entends pas le débat, je ne peux pas m'étendre sur le sujet que je n'entends pas. D'accord, merci beaucoup. On est désolé de ces questions, contraintes techniques. Caroline de Rémus-Mège, sur la Chine, non, vous n'avez pas envie de réagir, vous avez le droit de ne pas avoir envie de réagir. Non, vous sautez votre tour. Très bien, une autre question dans la salle. Ah vous, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas filé pour l'ange. Oui, mixed blessing, je reprends le terme de Louis. La Chine est à la fois récepteur d'aide publique au développement, si on en croit l'OCDE, 1,5 milliard de dollars par an, mais elle reçoit également d'autres flux publics, 5 milliards, donc ça fait en gros 6,5 milliards de dollars de financement public qui vont vers la Chine. Et elle est contributrice d'aide publique au développement, mais pour des montants qui sont nettement plus modestes, toujours selon l'OCDE, 2,8 milliards de dollars d'aide chinoise, enfin d'aide, de financement public chinois du développement. Donc, pour donner un ordre de grandeur, la fondation Gates, à elle seule, c'est 3 milliards de dollars de financement par an. Et ces 3 milliards de dons, les 2,8 milliards d'aides chinoises, c'est des prêts. Et je ne parle pas des conditions financières. Donc, on peut effectivement déduire qu'il y a une marge de progression. Et ce qui vaut pour la Chine vaut d'ailleurs sans doute aussi pour le Brésil, en termes de financement public du développement que ces pays pourraient, des niveaux que ces pays pourraient atteindre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a néanmoins d'ores et déjà un certain nombre d'acteurs chinois, la Chinese Development Bank par exemple, qui participent assez activement, par exemple au club des banques de développement dont je parlais tout à l'heure, de l'IDFC. Et quand on voit les discussions en cours sur la création de la banque pour les investissements dans les infrastructures en Asie, les discussions en cours sur quel type de normes on va appliquer en matière environnementale et sociale, on voit aussi des évolutions qui, si elles se confirment, vont globalement dans le bon sens. Et le bon sens, c'est de notre point de vue,
que les acteurs publics du financement international du développement essaient d'appliquer globalement les mêmes règles et que les standards applicables soient les plus élevés possibles. Et l'orientation va plutôt dans cette direction. Une autre intervention dans la salle. Oui. Vous avez le micro, donc allez-y. Monsieur, très bien. Non, je vous remercie beaucoup. Henri Soupa, j'avais une question peut-être pour Monsieur Voiturier, question peut-être plus politique. Derrière cette question d'Addis, on a l'impression qu'il y a un consensus global sur oui, les entreprises peuvent participer au développement, même si Madame Caroline du CCFD nous dit qu'il faut des garde-fous. Ma question, c'est est-ce qu'à Addis, on va assister un peu à cette mort de cet ancien monde du développement, peut-être plus idéologique, et est-ce qu'on va assister à l'avènement véritable d'un développement plus pragmatique et plus efficace? Tancrède Voiturier. Alors, l'histoire du développement est une succession de morts et de résurrections, parce que cet ancien monde est mort déjà en 2002 à Johannesburg à l'occasion de Rio 10+10, qui voyait vraiment une estrade offerte aux entreprises qui allaient être les vrais acteurs du développement dit durable. Et là, c'est pas aussi simple que ça. Alors, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'on arrive à une position un peu plus réaliste et établie par les faits sur ce que le public et le privé peuvent faire, sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui font l'un sans l'autre, in fine. Donc, je suis assez d'accord pour dire que on va vers un agenda qui est plus orienté vers l'action, c'est le grand mandat des ODD. Il y a quand même une demande de connaissance, d'évaluation, d'impact, une demande empirique en quelque sorte, qui devrait être satisfaite. Après, la capacité à travailler et drainer des investissements et des financements privés dans certains secteurs, dans certains pays, tout ça, ça reste quand même assez compliqué. Et je ne crois pas que le privé est l'apanage de l'efficacité. C'est-à-dire se dire que dans le privé sait bien dépenser son argent, les agences publiques ne le savent pas. En matière de développement, je ne crois pas que ce soit exact. Voilà. Merci. Une autre intervention dans la salle. Allez-y, apportez les micros. Oui, bonjour. En fait, moi, j'aimerais intervenir sur la question de l'éducation et le développement. C'est-à-dire depuis... C'est peut-être bien de vous présenter, si ça ne vous ennuie pas. En fait, je suis... je ne sais pas comment dire. Je suis étudiant en fin de formation. Ah bah, très bien. D'accord. En fait, j'aimerais intervenir sur la question de l'éducation et le financement. Ma question ce serait de savoir à quel point représente la formation des élèves en termes d'école professionnelle dans le poids de l'investissement en Afrique. C'est-à-dire, si je constate bien, il y a énormément d'investissements qui ont été engloutis dans l'éducation générale. Or, on constate, comme ici en France, que la formation professionnelle représente un poids énorme pour le bon développement du pays. Donc, ma question serait de savoir, encore une nouvelle fois, le poids de l'investissement dans la formation de ces jeunes. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut répondre de façon générale ou si peut-être l'AFD peut dire ce qui est fait sur la question plus de la formation professionnelle et pas simplement de l'éducation en général. Je n'ai pas les chiffres et encore moins une ventilation par pays. Mais si vous pouvez parler un peu plus près du micro. Je n'ai pas des chiffres précis, encore moins une ventilation par pays qui me permettrait de répondre précisément à votre question. Ce que je vois quand même, c'est que c'est un sujet sur lequel on est de plus en plus sollicité, et pas seulement en Afrique d'ailleurs, en tout cas pas seulement en Afrique subsaharienne. Et on est de plus en plus sollicité probablement pour les raisons que vous dites. Le genre de contraintes que l'on peut rencontrer en Afrique subsaharienne et en particulier dans les PMA, c'est toujours la même, c'est celle des outils de financement. Il y a des pays où on finance des programmes de formation professionnelle en prêt, dans les pays à revenus intermédiaires.
Et il y en a d'autres où on ne peut financer des programmes de formation professionnelle qu'en subvention, et le niveau des subventions dont on dispose ne permet pas de répondre à toutes ces demandes. Mais très clairement, et avec des modalités différentes, parce qu'il y a différents modèles d'organisation, différents types d'organisation du secteur de la formation professionnelle, avec une implication plus ou moins grande des filières industrielles dans chaque système. La demande dans ce secteur il y a de plus en plus de demandes dans ce domaine, oui. absolument. Peut-être que le CCFD, Caroline de Remusmèche, vous avez quelque chose à dire sur cette question de la formation professionnelle? Non? Non, parce que c'est pas mon domaine. C'est pas votre domaine. Une autre question dans la salle? Oui, bonjour, Tchefing Sissoko, Association de la diaspora scientifique et universitaire des Maliens de France. J'aimerais commencer par exprimer ma reconnaissance pour tout ce qui est fait à l'endroit du développement dans le monde. Dire que le contexte de financement du développement pose au minimum 3 questions au regard des débats et des questions qui ont été posées ici. D'abord, quelle reconnaissance ou implication des acteurs locaux dans le montage du dispositif destiné à ces populations? Ensuite, quel impact justement des politiques de coopération décentralisées engagées dans les pays du Sud? Et troisièmement, quel accent particulier mettre sur l'expérimentation et l'innovation? Vous l'avez souligné ici. Poursuivre la réflexion en ajoutant que face à ces problématiques, les instruments mobilisés restent très souvent les mêmes, comme exemple la construction d'hôpitaux, d'établissements ou d'infrastructures. Alors je suis très caricatural. M'inquiéter enfin de l'absence, ou pour être modéré, du trop peu d'accent mis sur la recherche-action. La recherche-action qui permet justement de déboucher sur des solutions innovantes ou des dispositifs innovants. Vous avez souligné l'exemple de la lutte contre la bilharziose, ce qui est un exemple particulier. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres dispositifs aussi qui permettent d'impliquer des acteurs de la recherche au processus de développement? J'imagine l'AFD conclure le partenariat avec l'IRD peut-être, ou autre chose. En tout cas, un accent particulier que ça met sur la recherche qui permet justement des solutions qui n'existent pas. Parce que, bien sûr que vous faites des actions que vous maîtrisez bien, puisque vous avez l'habitude de les faire. Peut-être qu'il faut ouvrir d'autres portes. Philippe, j'ai juste envie de faire réagir là sur ce point-là. Vous ne faites plus rien sans les acteurs locaux. Enfin, j'ai l'impression là-dessus quand même qu'on a largement évolué, non ? Ce serait impossible aujourd'hui. Ce serait d'abord pas souhaitable et en tout état de cause pas possible pour les raisons qu'on s'est dites aujourd'hui. Et encore moins, je pense, sur des thématiques du type de celles qu'évoquait notre intervenant à l'instant. Acteurs locaux et leurs partenaires français, parce que c'est aussi ça une des modalités de notre intervention. On est quand même engagé, on reste quand même engagé dans les questions de recherche, même si c'est pas nécessairement les plus gros volumes de notre activité, mais depuis les années 2000, l'AFD considère que ce qu'on appelle dans le jargon la production de connaissances fait partie au même titre que le financement de projets de nos activités. Et donc on est impliqué, on n'est pas un organisme de recherche, mais on soutient des activités de recherche avec évidemment une orientation qui est conforme à notre raison sociale, c'est-à-dire les impacts en termes de développement. Quelqu'un d'autre va intervenir? Non, une intervention dans la salle. Levez la main. Est-ce que vous pouvez approcher? Allez-y, oui. Bonjour, Thomas Borel de l'association Survie. Et en fait, j'avais 2 points. Alors le premier, un point de réponse directement à Tancrède Voiturier à propos du comité interétatique sur la fiscalité. Et cette demande forte, puisque c'est un des 2 points avec le mécanisme de résolution sur la dette qu'une organisation comme la mienne peut attendre du sommet d'Addis. Juste que vous avez fait une comparaison avec le Conseil des droits de l'homme présidé par Kadhafi. C'est effectivement une très bonne comparaison, mais plutôt sur ce qui se passe actuellement avec l'OCDE, dans laquelle on a le Royaume-Uni avec la City de Londres, les États-Unis avec le Delaware, le Luxembourg, etc. Donc je pense que l'argument joue contre la position que vous vouliez défendre. Et le deuxième point n'est pas directement lié à Addis, mais très clairement en lien
avec le titre de la conférence, je pense, c'est que c'est un point qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, c'est sur les questions militaires, puisque la France actuellement pousse au sein du CAD, à l'OCDE, pour inclure dans la comptabilisation des dépenses d'aide publique au développement une partie des frais des OPEX, les opérations extérieures. Et par rapport à ça, il y a déjà, nous, c'est quelque chose qui nous inquiète, puisque ça viendrait vraiment labelliser quelque part une politique sur laquelle nous, on se positionne par ailleurs. Et ça rejoint une autre thématique, d'autres dépenses qui sont déjà comptabilisées, qu'on englobe, nous, sous le terme d'aide militaire au développement, puisqu'il y a déjà un certain nombre de programmes de coopération, de formation qui sont comptabilisés en APD, y compris auprès de régimes particulièrement dictatoriaux. Le président français se rend au Cameroun la semaine prochaine, par exemple. Et à partir de là, en soulevant ce point-là, même si ce n'est pas à ma connaissance dans les négociations d'Addis, mais peut-être vous me contredirez, c'était juste pour dire que derrière les chiffres, quelle vision ? Et bien derrière le chiffre de cette aide militaire au développement, on a justement une vision qui est de ne pas revenir sur un certain nombre de causes politiques. Et aujourd'hui, alors c'est pas forcément du ressort de l'AFD ou des intervenants qui sont à la tribune, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est définitivement pas assez interrogé par les gouvernements aujourd'hui, et que la société civile et les acteurs du développement qui sont ici présents doivent accepter de prendre en main et ne pas se dire qu'il faut uniquement des réponses techniques à des problèmes d'ordre politique. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou si je redonne la parole à la salle, si Tancrède Voiturier. Non, mais c'est vrai, dont acte. Hein. C'est vrai qu'il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis, mais c'est quand même les États-Unis qui ont les premiers fait des progrès considérables sur l'échange de données fiscales. Et ce qui est difficile à obtenir à 20 ou 15, à mon avis, c'est encore plus compliqué à 180. Mais c'est vrai, il n'y a pas les meilleurs joueurs du. Et la deuxième partie de l'intervention sur les opérations militaires comptabilisées. Dans l'aide au développement, personne ne veut réagir. C'était ça n'appelle pas de réaction. Oui, à la question précédente. Allez-y. Simplement pour dire que nous, c'est une conditionnalité de toute façon. S'il n'y a pas les acteurs locaux, nous ne faisons rien. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille, je l'ai déjà dit, entre homologues. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque nous prenons le cas d'un hôpital, il y a forcément un hôpital de la région qui est jumelé, qui se jumelle avec cet hôpital. Sinon, c'est des investissements, effectivement. Il n'y a pas de... Nous, on ne peut pas s'impliquer sur une politique de santé locale comme le ferait un homologue qui connaît ces sujets. Et puis, sur la recherche, on a effectivement des programmes, d'ailleurs, y compris financés par la Banque publique d'investissement. Et on essaye de développer ça au maximum. Avec le Brésil, ça existe dans le cadre d'un programme national. Et puis, avec, par exemple, le Sénégal, suite au grand programme de recherche sur la bilharziose que nous avons accompagné, il y a aujourd'hui un premier centre de recherche clinique qui a été développé à l'hôpital de Saint-Louis, jumelé avec le CHRU de Lille, qui permet aujourd'hui, de manière autonome, d'être un centre de recherche clinique à part entière sur des maladies locales, à bénéfice des populations locales et gérées par les acteurs locaux. J'ai l'esprit d'escalier sur les dépenses militaires. Il y a le... Alors, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y en a qui l'ont dans cette salle. Donc, vous le savez, il y a une initiative de mesures totales publiques de soutien au financement du développement durable. Bon, si on a en tête que dans les 17 ODD, il y a un objectif de maintien de la paix, de sécurité, il n'est pas aberrant d'inclure dans ce nouveau périmètre qui est encore en discussion jusqu'à décembre les dépenses militaires. C'est une première réponse, c'est une discussion. La deuxième, c'est qu'il y a des dépenses militaires aujourd'hui, je pense, de la France au Mali, par exemple, qui sont des dépenses pas simplement militaires, mais qui mériteraient d'être fléchées sur des opérateurs de développement dans ce qui est consécutif à l'intervention à chaud dans un conflit. C'est-à-dire que le lien réhabilitation-développement, qui est une vieille question, à mon avis, il y a beaucoup d'argent qui est alloué à des militaires et qui savent moins bien dépenser que ne le saurait le faire une agence de développement. Donc il y a des réserves d'APD dans les dépenses militaires françaises. Voilà. Une autre intervention dans la salle. Allez-y, si vous avez le micro. Ouais, bonjour. Feliciano de Carvalho de la Guinée-Bissau. Je suis un porteur de projet. Moi, quand je vois tous ces débats-là, les Africains sont souvent absents, surtout nos gouvernements, dans tout ce qui concerne le développement. En Afrique noire, tous ces aides de développement, quand on regarde les documents de l'AFD, là, les financements qu'ils y portent pour l'Amérique latine ou Asie,
Ce qui donne l'Afrique noire, c'est zéro. On voit de grosses infrastructures en Asie, des transports, de gros ouvrages, mais en Afrique, tout est nul. On va avec les ONG pour aller... C'est nous-mêmes qui devons porter notre initiative pour développer le continent en partenariat avec nos partenaires traditionnels, sans compter avec les Chines qui va avec leur truc bidon là. Voilà, nous, on est en train de batailler avec ça. Est-ce que vous bataillez un peu avec vos gouvernements aussi? J'ai en train de travailler sur ce projet là, même l'AFD il connaît. Hein. Il y a la patronne qui me fuit souvent, mais un jour on va finir pour se croiser dans la même table. Pour qu'on parle sérieusement de ces projets. Ce qui donne pour l'Afrique, c'est zéro. On ne peut pas s'avancer avec ça. On regarde l'Inde, financement en Amérique latine. C'est des trains, c'est des gros ouvrages, centrales électriques. Afrique, qu'est-ce qu'il y a? Toujours on restait dans la même, on n'a jamais monté. Il dit oui, il y a les pubs. Oui, il y a les pubs. Qui profite de ces pubs-là? Voilà, c'est ça le problème. Nous-mêmes, on devait dire... Est-ce que ce n'est pas une question à vos gouvernements plutôt? Non, ça c'est tous les gouvernements africains. Même nous, on est absents. Absents du débat, du développement. On contente de ce qui nous amène. Tiens, cette enveloppe-là, comme il fait les Chinois, ils vont faire la route avec les sables. Dès qu'il pleut, tout se part. Il dit que c'est le goudron. Quel goudron? C'est nous-mêmes qui prenons l'initiative de développer notre continent. On a arrêté de prendre les excuses sur les autres. Sur l'aide de l'AFD, quel est le pourcentage qui va en Afrique et le reste dans le reste du monde? Je ne sais pas si c'est un chiffre que vous avez comme ça ou pas. Il y a une mise en cause de la qualité du BTP chinois par notre ami qui sera porté à la connaissance de qui de droit. D'abord, je vous remercie de votre assiduité parce qu'on se voit souvent. L'Afrique subsaharienne, c'est 36,5% de notre activité, 3 milliards d'euros. L'Amérique latine, c'est 1,2 milliard, 15% de notre activité. L'Asie, c'est 15% de notre activité. L'Afrique du Nord, c'est 13% de notre activité. Donc l'Afrique continentale, c'est... Ça fait la moitié. 49, c'est la moitié de l'activité de l'AFD. On n'a jamais fait autant en Afrique qu'aujourd'hui. Alors, on ne fait peut-être pas assez en Guinée-Bissau, mais on ne peut pas dire, en aucune façon, on peut dire, ou alors c'est un problème arithmétique, mais on ne peut pas dire qu'on fasse zéro en Afrique parce qu'on fait beaucoup en Amérique latine et en Asie. Précisément, ce que démontre notre trajectoire, c'est qu'on peut rester un financeur du continent africain à des niveaux records, on n'a jamais fait autant, tout en développant une activité en partenariat avec des institutions comme la CAF s'agissant de l'Amérique latine, d'autres en Asie qui font sens. Voilà. Une autre intervention dans la salle. On va prendre deux interventions. Pour vous. Voilà. Deux interventions encore rapides dans la salle et on va conclure. On fera un dernier tour de table avec un mot de conclusion de chacun des intervenants. Allez-y. Oui, alors, du fait que une grande partie du financement du développement se fait encore par des prêts et également à cause de l'endettement extérieur des pays en développement, on dit parfois qu'il y a plus d'argent qui va, on va dire, du sud vers le nord que du nord vers le sud. Alors, là-dessus, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et si vous avez des données. Et la deuxième chose, c'est justement que aujourd'hui que l'argent est dématérialisé, est-ce que ça a encore du sens que l'argent vienne du nord pour aller vers le sud, alors qu'on pourrait très bien le créer dans le sud? Et pourquoi on ne peut pas le créer dans le sud dans ce cas-là? Quelqu'un veut réagir? Caroline? Sur cette question des flux nord-sud et des flux sud-nord, effectivement, c'est l'analyse qu'on porte aussi et qui a été notamment amenée par le réseau Eurodad, qui est un réseau européen qui travaille sur les questions de dette, de développement et de fiscalité, et qui a, dans un rapport qui date de 2012, me semble-t-il, établi un tableau très intéressant montrant la réalité des flux nord-sud, prenant en compte l'ensemble de ces flux, et qui arrivait au constat que, effectivement, pour $2, pour $1 investi dans les pays du Sud, $2 en ressortaient. Alors, à la fois avec la question du paiement des intérêts de la dette, la question de l'évasion fiscale des multinationales, etc., etc. Donc, effectivement, je pense qu'on peut se poser la question comme ça et que l'évidence n'est pas forcément celle que l'on croit. En revanche, je pense aussi que c'est pas juste une question de financement.
Et que là, pour le coup, la question des moyens est fondamentale, mais la question du type de développement qu'on veut promouvoir est aussi fondamentale. Donc il faut regarder ces deux dimensions, selon moi. Une dernière intervention dans la salle, allez-y madame. Oui, bonjour, donc Priscilla, étudiante en relations internationales, études européennes à Cergy-Pontoise. Moi j'ai une question qui porte plus sur les financements communautaires, donc européens qui proviennent de la Commission européenne. Donc. En février dernier, l'Union européenne a lancé l'année européenne au développement. Et je sais que l'AFD participe beaucoup, donc est une partie prenante, notamment à travers le fonds Bécou, justement, puisqu'on parle de financement. Ma première question est la suivante, c'est déjà comment, à travers ces financements, l'Union européenne est devenue un acteur indispensable au développement du Sud. Ça, c'est la première question. Et la deuxième a une dimension plus internationale. Maintenant, on parle plutôt de coopération Sud-Sud. Est-ce que les financements qui dérivent de ces coopérations-là, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont efficaces? Voilà. C'est deux questions. Philippe Orliange, vous voulez répondre à ça ou pas? Ou quelqu'un d'autre? Je pense que sur l'efficacité des financements Sud-Sud, c'est intéressant soit de redemander poser la question à Louise. J'essaie de faire signe à Caroline de débrancher son micro pour que le vôtre soit suffisamment fort. Mais je voulais justement pas le dire tout fort. C'est intéressant, je ne sais pas s'il nous entend, mais d'interroger Louise Beris-Beitia sur les financements Sud-Sud, parce que l'histoire de la CAF, c'est un bel exemple de financement Sud-Sud très, très réussi. Dire qu'ils sont plus efficaces, je ne sais pas, plus efficaces que quoi? Que des financements dits Nord-Sud classiques. C'est difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde les conditions financières qu'un certain nombre de BRICS attachent à leur financement, sans parler même de l'aide liée, on peut quand même se poser quelques questions. Après, le rôle de l'Union européenne n'est pas évidemment loin d'être... Vous dites quoi quand vous dites ça? Les taux sont plus élevés, c'est ça? Les taux ne sont pas forcément plus élevés, mais quand le financement qui est fourni est assorti de l'obligation d'acheter des biens et services produits dans le pays qui fournit le financement, ça s'appelle de l'aide liée et ça pose un certain nombre de problèmes qui sont assez connus. Sans parler que dans certains cas, les conditions strictement financières sont peu compatibles avec les trajectoires de soutenabilité de la dette des pays qui souscrivent ces prêts-là. L'Union européenne, c'est en termes de volume la moitié de la PD mondiale, un peu plus, mais je pense que c'est aussi de plus en plus la capacité à alimenter des effets de levier qui génèrent des volumes encore plus importants. C'est une différenciation des partenariats, on ne fait pas la même chose dans les PMA et dans les pays à revenus intermédiaires. Et puis, ce n'est pas qu'un sujet de financement, c'est la relation de l'Union européenne avec les pays du Sud ou des Suds embrasse beaucoup d'autres domaines.